Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver comme chaque jour pour un nouveau rendez-vous de l'édition spéciale consacrée aujourd'hui au corps diplomatique français. Un corps diplomatique français en grève pour protester contre les réformes engagées par Macron, réduisant la diplomatie en simple fonctionnaire ou le diplomate en simple fonctionnaire dénué de toute expertise et de tout fondement propre au travail diplomatique. Le 18 avril dernier, un décret publié par le journal officiel acte la suppression du corps diplomatique. Désormais, le haut fonctionnaire français va rentrer dans un pot commun d'administrateurs sans saveur ni odeur. À quoi rime cette réforme et à quoi vise-t-elle une diplomatie en déclin, mais aussi des renseignements généraux en colère contre un pays ami, celui en l'occurrence le Maroc, qui jouerait un jeu plutôt double avec l'entité sioniste au détriment de la France. Que se passe-t-il en France? Qu'est-il advenu de ces institutions politiques et diplomatiques, surtout sur ces deux axes qui constituent les points forts de tout État digne de ce nom et qui sont aujourd'hui plus que jamais au creux de la vague? Pour en parler avec nous, nous avons par Skype depuis Paris notre Jamel Habina, ou plutôt Gamel Habina, notre expert en questions internationales, et présent ici sur le plateau, Monsieur Maougal Lardar, qui est sociologue et professeur universitaire algérien. D'ailleurs, juste avant de commencer l'émission, je rappelle donc votre ouvrage. C'est une édition, Monsieur Maougal, oui, que vous avez lancé. C'est la 3e du genre. Oui. Donc, sémiologie de la guerre, médiatique asymétrique. C'est en coopération, en collaboration avec Dr Fella Bournen et Fatiha Chara, avec Dr Fatima Tifour. Et bien sûr, Monsieur Maougal, vous avez un article dans le livre. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient l'acquérir, Monsieur Maougal. Et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Comme je le disais, les diplomates français en grève, ils protestent contre une réforme lancée par le président Emmanuel Macron. Nous allons les voir tout de suite et nous reprenons le débat avec nos invités. On réduit le personnel, on réduit beaucoup de choses. Le service des visas, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui va le gérer. Tout ce qui est culturel, c'est les instituts français et les alliances françaises. On est en plein dans l'interministérialisation, d'accord, mais on n'est pas interchangeable. Vous êtes journaliste, ça vous dirait d'aller faire une opération à cœur ouvert? C'est pas possible de faire ça. Il y a un malaise latent au ministère depuis plusieurs années. Il est cristallisé et accéléré par les réformes en cours. Nous espérons être écoutés. La France ne veut pas se passer d'une diplomatie professionnelle. Aucun pays dans le monde n'a décidé de s'en passer. Pourquoi nous? Je ne crois pas que ce soit aller dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a ce sentiment que, notamment chez la jeune génération du ministère, qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'écoute vis-à-vis de la manière dont on travaille aujourd'hui, vis-à-vis de la manière dont on est capable de répondre aux instructions qui nous sont demandées. Voilà, très bien. Donc, ils sont quelques 800 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères françaises ou français à être concernés et appellent au mot d'ordre de grève. De quoi s'agit-il, Monsieur Gamel Habina, et que comporte cette réforme et surtout contre quoi proteste-t-il? Monsieur Gamel Habina, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Allez-y. Très bien. Donc, je disais, il proteste simplement contre ces réformes que Macron a voulues. Alors, il faut comprendre que le budget de l'État pour les diplomaties était de 1% et maintenant c'est descendu à 0,7%. Donc, il y a une compression des budgets. Ensuite, et surtout parce que on se rend bien compte que Macron, il veut rationaliser les diplomaties, il ne veut pas en faire cette espèce de haute parole, de haute volée à l'étranger, parce que les diplomaties, c'est un volet important dans la mesure où c'est la représentation extérieure de la France. J'en veux pour preuve d'ailleurs que la plus grande place forte diplomatique française se trouve en Chine. Ça n'est pas un hasard, c'est la plus grande force économique et politique de la région. Et puis surtout, les Français se rendent bien compte que la diplomatie rime aussi avec le portefeuille et pas seulement avec les rapports d'État à État. Et la vraie problématique qui se pose avec ces réformes, c'est qu'il a décidé de faire de ces diplomates
des sortes d'agents fourre-tout un peu, qui font un peu de tout, qui ne sont pas spécialisés dans un poste, qui n'ont pas une carrière longue, qui seraient peut-être quasiment comme de fausses représentations consulaires, parce qu'ils ne partiraient pas de la base pour aller vers la tête de l'État, Oui. de la tête diplomatique. Je veux dire, ce seraient vraiment de simples fonctionnaires exécutant de tâches qui n'auraient pas l'expertise que les fonctionnaires de la diplomatie actuelle ont, à savoir connaître les us et coutumes des pays, connaître les mentalités, connaître évidemment tout ce qui peut heurter les sensibilités, ou même simplement les gestes de politesse, par exemple, de pas serrer la main dans certains pays. Tous ces éléments-là risqueraient d'être perdus par une logique macronienne qui consiste toujours, puisqu'il sort d'une école évidemment, à rentabiliser au maximum, à réduire les coûts et surtout à faire de ces fonctionnaires des super fonctionnaires qui sont formés un peu trop rapidement, qui n'ont pas cette longue tradition diplomatique que l'on connaît de la France depuis le début du siècle. Oui, alors Monsieur Maougal, je me tourne vers vous. Quelles conséquences croyez-vous que cette décision ou ces réformes pourraient avoir justement sur le corps diplomatique français aujourd'hui? D'abord, c'est un inédit, il faut le préciser. D'abord, merci pour l'invitation et merci pour l'invitation sur un sujet particulièrement intéressant. Oui, merci à vous d'être venu. La première des choses qui s'impose à ma mémoire, c'est de dire que le président Emmanuel Macron connaît très bien ses classiques. Je m'explique. En rapport avec la question diplomatique, bien sûr. Eh bien, M. Macron a bien lu et médité le livre de Roger Perfit sur les ambassades, 1951. Il a aussi, surtout, médité, lu avec beaucoup d'attention, le deuxième livre, 2 années plus tard, en 1953, La fin des ambassades. Il est en train de mettre ça en exécution? C'est pas tout à fait ça. C'est, je pense, lié aussi au fond culturel dans lequel a baigné Macron. C'est une originalité dans le corps présidentiel français. C'est un jeune président par rapport à tous ceux qui l'avaient précédé, qui l'ont précédé, mis à part peut-être un peu Nicolas Sarkozy, qui est un cas particulier. Mais il est d'Amiens, c'est-à-dire il est du nord de la France, contrairement à tous les autres, qui sont soit ancrés dans la campagne du sud, soit dans le centre, mais qui sont essentiellement des gens qui ont baigné dans les grandes villes, une culture de grandes villes. Ce n'est pas le cas de Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris l'histoire de France à l'école coloniale, à l'école indigène, et autant qu'ils m'en souviennent, mon premier maître, Allah yarhamou, qui s'appelait donc, à l'époque, dans les années 50, j'ai commencé l'école indigène dans les années 50, M. Hamoudi Saïd, nous a donné un certain nombre déjà de clés dans la lecture de la culture de la civilisation française. Il nous avait présenté, je fais tout un détour, vous allez voir pourquoi. Oui, allez-y, je vous entends avec beaucoup d'intérêt. Il nous a initiés déjà à l'école primaire à une culture dite régionale, des cultures d'un État qui est un État jacobin. Et parmi les cultures régionales, quand il a été question d'aborder le chamboulement de la société française qui est intervenu au XVIIIe siècle, il nous a parlé de la région d'Amiens et d'Arras, donc le nord, avec cette particularité, et on était pratiquement dans les premières années, les 2 premières années de la guerre. Oui. Il dit, le nord de la France est un pays révolutionnaire. Et la figure emblématique de cette révolution, c'est Robespierre. Et c'est exactement ce que se révèle être Macron. Merci. Voilà. Donc je ne pourrais pas dire que c'est un descendant de Robespierre. Non, je ne pense pas. Je n'irai pas jusque-là. Mais il a précisément l'étoffe, la volonté et probablement, non pas le programme révolutionnaire de Robespierre,
mais le programme de nettoyage d'un certain nombre d'institutions héritées d'une France qui a, pendant très longtemps, pendant quelques décennies au sortir de la guerre d'Algérie, qui a ronronné, qui a consommé son pain blanc et qui aujourd'hui, dans une situation critique, est obligée de mettre les points sur les i. Et il y a quelques semaines, je pense 4 semaines ou 5 semaines, dans une émission en langue arabe, dans une de vos consoeurs, une chaîne algérienne, on avait beaucoup discuté d'un ouvrage qui a été justement publié par un diplomate français, qui était 2 fois diplomate à Alger. Il s'agit de M. Xavier de Driancourt, et qui déjà annonçait un tsunami dans les rapports entre l'État central et la diplomatie. Au fait, on voyait un petit peu venir la crise parce que, comme je le disais, c'est un fait historique, mais cela ne s'est pas fait depuis donc 2003. Cela avait déjà commencé. Il y avait quand même un petit déclic en 2003 où il y avait une protestation lorsque, je crois, il y avait Dominique de Villepin, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, si vous voulez, le résultat de ces 20 années où la diplomatie française... je ne dirais pas a connu un déclin, mais presque, Monsieur Abina. Alors, est-ce que vous pensez que ces réformes risquent d'être fatales pour la diplomatie française ou seraient-elles plutôt un revers ou un virage indispensable à prendre, Monsieur Gamal Abina? Non, bien sûr, on va voir. On vient de faire une analyse par rapport à Macron et par rapport au fait qu'il soit effectivement pas forcément des cercles habituels du pouvoir. Mais il faut se rappeler que le deuxième président le plus jeune après Macron, c'était Giscard. Et Giscard, c'était quelqu'un qui avait quand même, sur le volet diplomatique, une certaine hauteur. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La France faisait partie des 3 plus grandes puissances diplomatiques au monde, après les États-Unis et Chine. C'est une diplomatie qui a plusieurs aspects. C'est en cela qu'il affaiblit, et je réponds à votre question, il va affaiblir effectivement ce volet, parce que il y a la diplomatie offensive de type villepiniste, on va prendre le discours de Villepin à l'ONU en 2003 qui a fait briller la France, on s'en souvient tous, et il y a la diplomatie faiblarde de Macron aujourd'hui qui va tout seul par exemple discuter avec Poutine, qui ne va pas se concerter avec ses parrains européens alors que c'était une erreur, qui réduit les postes, il y avait 160 représentations diplomatiques, il est en train d'envisager effectivement des réductions d'effectifs, alors c'est un budget de 4,5 millions de dollars, d'euros, excusez-moi, pour la diplomatie française. C'est une diplomatie qui a traversé une histoire difficile, la diplomatie française, pour des raisons X et Y que je vais raconter rapidement. La Première Guerre mondiale a été un choc diplomatique pour la France, qui ne s'attendait pas à être attaquée et vaincue. La Seconde Guerre mondiale a été un nouveau choc, puisque la diplomatie française n'existait plus avec l'arrivée de Vichy au pouvoir, et avec un gaullisme qui s'était réfugié à Londres, donc qui dépendait du parrain anglais et américain. Et la diplomatie française a vu se fondre au fur et à mesure, avant l'arrivée de De Gaulle, tous ces États coloniaux qu'il contrôlait, parce que c'est ce qui faisait briller la France, et qu'il a autorisé à obtenir un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en faisant partie des 5 États qui ont, non pas la bombe atomique, contrairement à l'idée reçue, mais simplement la plus grande représentation en termes de population, puisqu'ils contrôlaient, les Anglais et les Français, des colonies. Donc c'est ce qui a fait que, comme la Chine, les États-Unis et évidemment la Russie, ces pays étaient les plus nombreux et ont obtenu ce siège de membre permanent avec ce fameux droit de veto. Donc la diplomatie française a été bousculée sur plus d'un front avec la perte des colonies. De Gaulle a essayé de transformer l'essai, parce qu'il avait déjà transformé après la Seconde Guerre mondiale, pour faire en sorte de dire que la France libre était une France qui brillait. La France brille aussi à travers une création qui s'appelait l'Alliance française, qui était en gros le soft power français, qui sont les écoles françaises. Donc cette fameuse francophonie sur laquelle elle s'appuie beaucoup pour briller, mais on se rend bien compte que même là-dessus, ils sont en recul. On prend l'exemple de Rwanda qui vient d'intégrer le Commonwealth, alors que c'est un pays francophone, belge, d'origine, enfin, contrôle le belge à l'origine. Eh bien, le Rwanda refuse la francophonie et passe à l'anglais. Le Liban, par exemple, le Liban, c'est symptomatique, ils sont quasiment devenus tous anglophones. Le Vietnam, on ne parle plus le français. Bref, la France recule partout parce que précisément la diplomatie en soft comme en hard power, comme en action concertée, comme en action militaire, comme incapacité à pouvoir régler perd du terrain. Et donc Macron, qui n'est pas un homme, c'est pas un dogmatique, Macron, c'est un, il faut jamais oublier d'où il vient, c'est un homme de la banque, c'est un homme de la finance, c'est un homme qui calcule, qui compte, qui a besoin de rationaliser, de réduire les coûts, et il fonctionne comme n'importe quel chef d'entreprise parce qu'il gère la France comme une entreprise. Il se dit à tout perdre, puisque les diplomaties françaises vaut plus grand chose, autant réduire. C'est une erreur à mon sens parce qu'effectivement, quand on n'a pas de diplomatie en termes commerciaux, on commence à s'affaiblir. Mais c'est aussi une erreur parce qu'un pays qui n'a pas de diplomate, on voit avec l'Algérie par exemple qui brille de sa diplomatie, qui est capable de faire des choses assez inattendues. Les Français en sont totalement dépourvus depuis quasiment 50 ans. Il n'y a plus aucune action de la France
en matière de négociation, de ramener de la paix, de calmer le jeu, depuis De Gaulle qui n'a été conduite. C'est fini. Les Français n'existent plus diplomatiquement et ils sont en train de perdre du terrain sur le plan de la culture et de la francophonie et surtout ils sont en train de perdre cette expertise diplomatique qui faisait de la France un pays très singulier parce que évidemment quand on voyait, par exemple, dans les années 70, l'affrontement Est-Ouest, les Français se singularisaient en se rapprochant des Chinois, en discutant avec les Russes, en discutant avec tout un tas d'interlocuteurs, en se positionnant comme une force motrice indépendante de cette énorme influence américaine au travers de l'OTAN. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la diplomatie française est largement fragilisée et que Macron est en train de l'achever. Oui. Alors, on va, Monsieur Maougal, puisque Gamal Abina part également de ce petit déclin ou de ce recul de la diplomatie française. Et il y a également, depuis quelque temps, c'est-à-dire l'histoire proche, très proche même, contemporaine, celle donc du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, où la période de ce chef de diplomate ou ce diplomate français a connu quand même beaucoup de déclins, je dirais, sur le dossier du Sahel, par exemple, où carrément la France a essuyé un grand revers avec le Mali et le retrait des troupes Barkhane. Je veux dire, tout ça c'est vraiment traduit sur le terrain que la diplomatie française était en train ou battait de l'aile. C'est une lecture. Oui, allez-y. Il y a une autre. Dites-la nous. Dire que la diplomatie française était sur le déclin, c'est peut-être aller un peu trop vite en besogne. Oui. C'est une institution solide, je dirais, qui existe depuis Charlemagne, qui a créé le Messie Dominici, reprise et plus structurée par Napoléon. Mais ce qui est nouveau, c'est que la diplomatie française, depuis pratiquement les années 70, c'est-à-dire depuis le redéploiement américain du sud-est asiatique, où ils ont subi des revers inqualifiables, sur un Proche-Orient dans lequel la France a la main lourde dans les manipulations, contre la Syrie, le Liban, surtout le Liban. L'attitude tout à fait peu claire envers l'État colonial israélien. Donc toute cette mauvaise gestion de la diplomatie française va s'aggraver encore plus dès qu'il s'agit de faire un bilan sur cette diplomatie sur le continent africain. Parce que c'est l'enjeu. L'enjeu principal, c'est l'Afrique maintenant. Or, l'Afrique, c'est un ancien territoire divisé entre deux puissances coloniales. Une puissance coloniale qui s'est retirée sur la pointe des pieds en se cachant derrière le grand frère américain, c'est la Grande-Bretagne. Il restait la France. Et la France n'a pas compris la leçon de la décolonisation, parce qu'il y a des résistances. S'il y a quelqu'un qui a compris, c'est Macron. C'est Macron qui a compris qu'effectivement, le mouvement de la revendication d'autonomie, d'indépendance, d'émancipation du continent africain, c'est Macron qui l'a compris. Contrairement à tous ses prédécesseurs, et particulièrement à celui qui l'a précédé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. C'est là où il y a la rupture. Or, Nicolas Sarkozy... Il l'aurait compris ou l'aurait été forcé ou obligé par des circonstances, je dirais, de l'accepter. Non, mais il faudrait comprendre aussi ce qu'a fait Sarkozy avant Macron. Oui. Si on n'établit pas le lien, on ne comprend pas ce que fait actuellement Macron. Ce qu'a fait Sarkozy, c'est de préparer le terrain à la dissolution de l'État français, la dissolution de toutes les institutions et tout particulièrement l'institution diplomatique. On s'attaque trop à Macron, mais on oublie que celui qui était en train de dissoudre la diplomatie, c'est Sarkozy. Au profit de qui? Au profit des États-Unis. Au profit de qui encore? Au profit d'un lobby, le lobby sioniste qui agit essentiellement aux États-Unis. Oui, justement. Ça, il faut absolument le comprendre. Oui. C'est devant cet état de fait nouveau que Macron arrive, et Macron n'est pas un politicien, n'est pas un politologue, n'est pas un politique, c'est un financier. Comme il a été dit tout à l'heure par M. Gamal,
il dit que c'est un homme de la finance. Et la finance, elle a des vues beaucoup plus larges que les politiques. La finance, elle agit et elle réfléchit en termes de mondialisation. Et nous sommes, c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de faire un petit détour par Robespierre. Parce que Robespierre est un initiateur d'une des premières mondialisations culturelles et idéologiques du XVIIIe siècle sur le continent européen, qui a bousculé le continent européen. Oui. C'est la révolution de 1789. Macron, j'ai l'impression qu'il a étudié particulièrement cette histoire, qu'il s'en est inspiré, qu'il a compris que peut-être que cette mondialisation aujourd'hui, qui est en train de monter, et elle monte sur le dos des États, parce qu'il y a un certain nombre d'États qui vont laisser la peau. Donc lui, il va surfer. Il surfe, qu'est-ce qu'il a comme perspective? Il a une perspective qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, a été limitée par la personnalité très forte de Angela Merkel en tant que responsable de l'Allemagne. Voilà. Merkel étant partie, il fallait, j'allais dire, un bélier pour conduire le troupeau européen. Il a fallu que ce soit Macron qui prenne... Et c'est Macron, il n'y a pas un autre. Le relais. C'est Macron. Oui. Avec cette différence, c'est que Macron est en train de finir un mandat en tant que président de l'Europe, ce dont il faut absolument tenir compte. Et en même temps, Macron est probablement l'homme qui est le mieux apprécié par les Américains comme étant une sorte de challenger. Ils adorent on le voit beaucoup. tout le temps, à travers ses sorties, on le voit tout le temps à l'ombre pratiquement ou à côté de Biden. Parce qu'il se pense l'héritier du système mondialiste qui est en train de se mettre en place. Oui. Et c'était plus précisément dans cette perspective qu'il va dissoudre. Oui. Il a commencé par dissoudre la diplomatie, qui le gêne, et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Justement, est-ce que ça ne risque pas de porter préjudice sur le long terme ou voire même sur le moyen terme de faire en sorte, M. Gamal Abina, que la voix de la France soit moins écoutée, qu'il y ait moins de verrous, d'actions? Et puis surtout, est-ce qu'on ne va pas carrément vers ce modèle dont vient de nous parler M. Mahogan, c'est-à-dire américain, et qui serait donc une république des copains, c'est-à-dire que à peu près l'expertise diplomatique ne vaudra pas grand-chose, si on peut le dire ainsi. Je n'ai pas dit ça. Si non, moi je l'ai dit. Et pas moi, forcément, c'est des observateurs. C'est une question qu'on se pose, M. Abina, beaucoup plus précisément. Ouais. La République des copains, ce serait un petit peu violent comme terme. Je pense que si on peut parler de copinage... Oui, j'entends bien, c'est pourquoi je dis un peu violent. Oui. On peut parler de copinage économique, là, je vous l'accorde volontiers. On est dans l'ultralibéralisme. Macron est un libéral, ce n'est pas du tout un socialiste, contrairement à l'idée reçue. C'est un produit qui a été fabriqué par M. Hollande, qui le précédait. Il faut savoir deux choses importantes, c'est que le gaullisme de Gaulle, c'est quelqu'un qui surfait sur la diplomatie pour que la France continue d'exister. Et la France avait besoin de cela parce qu'elle perdait son empire colonial. Le gaullisme de Gaulle, c'est quelqu'un qui se singularisait parce qu'il avait un problème avec les États-Unis. Et il ne parlait pas l'anglais, n'oublions jamais cela. Jacques Chirac, contrairement à Mitterrand, parlait l'anglais couramment. Donc Jacques Chirac avait la capacité de pouvoir discuter avec tout le monde avec une ouverture d'esprit que forcément son prédécesseur n'avait pas. Sarkozy ne parle pas un mot d'anglais. Il est assez ridicule à chaque fois qu'il s'exprime en anglais. Pourtant, c'est un amoureux de l'Amérique, mais très maladroit. Hollande ne parle pas un mot d'anglais non plus. Et Macron arrive, qui est un parfait anglophone, qui a fait des grandes écoles à l'international. Je parle des écoles qui sont plutôt orientées vers l'international, et qui s'exprime parfaitement dans la langue aussi bien de Molière que de Shakespeare, évidemment, et qui est capable d'apprendre les réalités économiques du monde d'aujourd'hui. Macron est un homme qui veut faire des affaires. On a bien compris que dès qu'il est arrivé, il a dit que la France serait un pays de start-upers, un pays de la nouvelle économie. Le problème, c'est qu'il ne s'en est pas donné les moyens parce que c'est compliqué avec un pays surendetté. Et surtout, c'est qu'il parle un langage que les gens ne comprennent pas en France. Un pays vieillissant, plus de 50% de la population a plus de 50 ans. Donc c'est difficile de vendre aux Français que vous serez la nouvelle économie, que vous serez une sorte de start-up land. Ça ne fonctionne pas en dépit du fait que Macron fasse tous ses efforts. Et parallèlement à ça, il commet une faute stratégique considérable, c'est que la diplomatie française, avec cette fameuse French Touch dont on parle souvent, avec cette fameuse singularité à la française qui la distingue un peu du reste de l'Europe, eh bien elle est en train de perdre de vitesse parce qu'il est en train de sacrifier ce poste.
Alors, il le sacrifie pour faire des super diplomates qu'il croit être bien formés à l'exercice, sauf qu'un diplomate, comme Védrine le dit très bien, Hubert Védrine, qui est un grand diplomate, comme le dirait de Villepin, comme le dirait n'importe quel, même Roland Dumas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un plateau TV, l'a dit aussi. La diplomatie est une chose essentielle pour deux raisons. La première, c'est pour vendre l'image d'un pays. La seconde, c'est pour désamorcer une crise quand il y en a. Puis surtout, la troisième, c'est pour faire briller le pays lorsqu'il réussit à obtenir une victoire diplomatique que la France ne connaît pas depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que les diplomates n'ont pas manifesté. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils savent que leur métier est en danger. Et aujourd'hui, ils comprennent bien que Macron, qui est un rationaliste, tout faire pour réduire les coûts, c'est ça son obsession, c'est la réduction des coûts, le fera sur le dos d'un métier qui est un métier difficile à appréhender, qui est très long à créer. Un diplomate ne se crée pas en 3 jours ou 5 ans. Il faut 20 ans pour avoir un diplomate rompu en exercice, et ça, il le fait très mal. Puis parallèlement à ça, la mondialisation, évidemment, est une réalité économique qui existe depuis la Chine. C'est les Chinois qui ont inventé la mondialisation, à l'époque où ils ont commencé à faire du commerce avec l'Espagne pour avoir de l'argent. Je parle de la monnaie argent et la matière première. Eh bien, cette mondialisation qui s'est accélérée est un mouvement dans lequel Macron est parfaitement opérationnel. Le seul problème, c'est que le cordon ombilical qui permet de pouvoir faire du lien économique, il est en train de le couper, ce que les Chinois ne font pas, ce que les Turcs qui ont une énorme diplomatie, un soft power considérable, ils ouvrent des écoles partout en Afrique. Les Turcs ont compris qu'il fallait parier à la fois sur la culture, ils font des écoles turques en Afrique, mais pas seulement, sur le transport, ils ont développé 60, je crois, 40 ou 50 destinations en Afrique. Oui, allez-y. Je crois que M. Albina nous a quittés. C'est une histoire donc de réseau, ce qui ne nous empêche pas donc de continuer cette émission et de passer au deuxième volet. Le deuxième volet qui est consacré à l'espionnage, à l'intelligentsia et surtout à ce tweet qui a été fait par ce journaliste, donc ce journaliste français, Georges Malbruno, concernant le fait qu'aujourd'hui les services marocains de renseignement espionnent pour le compte de l'entité sioniste d'Israël et cela se passe donc au détriment de la France. Et d'ailleurs, les renseignements sont très en colère. Alors, je ne sais pas, au moins de 2 mois, de 3 mois, on n'entend parler que de cette affaire Pegasus, de ces histoires d'espionnage, où le Maroc est présente, je dirais, constamment. Qu'en pensez-vous, M. Maougal ? Cette affaire Pegasus, effectivement, a été lancée. Alors, juste, je vous demanderai, messieurs, d'être brefs parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc, M. Maougal, allez-y. Même pas 3 minutes, c'est dommage. Depuis quelques mois, on a entendu parler de cette affaire Pegasus. C'est du réchauffé, parce que les services israéliens sont à l'actif depuis la fin des années 40. Absolument, oui. Et ils sont dans tous les coups fourrés, y compris des coups contre notre pays. En particulier en 88, avec l'aide des Marocains. C'est une vieille histoire. C'est aujourd'hui, à l'occasion de la crise qui monte entre le Maroc, l'Algérie et l'Espagne, et dont la presse ne s'émeut que pour les questions de pétrole, que les choses ressortent. Les choses ressortent, alors... on parle du Maroc comme étant l'agent du Mossad, ou on parle du Mossad comme étant au service du Maroc. C'est kiff-kiff. Depuis 1966, depuis 1966 ont été scellées de manière très très forte les relations de contribution du Mossad et des services marocains avec l'assassinat de Ben Barka. Absolument, oui. Tout le monde se rappelle. Et ensuite, un certain nombre de coups fourrés qui ont été faits. Le problème de l'espionnage, c'est un problème qui est un peu délicat à traiter. Il y a eu un ouvrage il y a à peu près une trentaine d'années qui avait été mis en chantier, plutôt en circulation. Oui. Monsieur Maougal, il nous reste... Oui, allez-y, poursuivez votre idée. Je disais qu'il nous restait juste une petite minute pour que je n'ai pas à vous couper. Je ne veux pas faire ça. Par un ancien agent de la CIA qui a révélé le réseautage de la CIA à travers le monde. Oui. Et ce réseautage, c'est fou ce qu'on peut découvrir. Le réseautage de l'espionnage américain ne passe pas par les diplomaties. Absolument. Il passe par la culture, il passe par le tourisme, il passe
par les bourses, etc. Voilà, c'est dommage parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je voulais juste, Monsieur Abina, vous donner le fin mot de l'histoire, mais alors vraiment le petit fin mot de l'histoire, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, juste le temps de dire au revoir à nos téléspectateurs. Monsieur Abina. Bien, simplement, c'est que le Mossad est un des services secrets les plus efficaces au monde, que les Marocains, évidemment, ont de bons services secrets, que les Français le savent parfaitement. C'est un ménage à trois. Je pense qu'ils ont l'habitude de s'espionner parce que c'est le jeu des États. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Donc, il faudra développer peut-être plus tard, mais je pense qu'il ne faut pas être surpris. Mal Bruno, il ne sort pas de son chapeau une information nouvelle, c'était attendu. Oui, merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes expert en questions internationales et que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Et puis, merci à vous aussi, Monsieur Lardan Maougal. Vous êtes sociologue et professeur universitaire. Et je suis linguiste. Oui, linguiste, parce que pour avoir été aussi mon professeur, en quelque sorte. Donc, je rappelle juste le titre de votre ouvrage, Sémiologie de la guerre médiatique asymétrique, pour ceux qui voudraient se le procurer. Monsieur Maougal, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.